Passons à l'argument de ce colloque. Inévitablement, quand on est un petit peu logique avec soi-même, cohérent avec soi-même, l'argument du colloque vient expliquer le titre. On ne connaît pas beaucoup d'exemples de colloques qui auraient un titre d'un côté et qui, dans l'argumentation, ne feraient aucune référence au terme central de leur titre. Mais il y en a un, c'est ce colloque qui s'est tenu à la Sorbonne. Parce qu'il n'est plus question de déconstruction dans l'argument. Donc il faut comprendre qu'il y a une sorte d'équivalence entre la déconstruction et ce dont il est question dans l'argument, c'est-à-dire de la pensée décoloniale et de la pensée woke. Je cite la première phrase de cet argument. La pensée décoloniale, aussi nommée woke ou cancel culture, représente un défi pour le monde éducatif. Donc, de manière implicite, déconstruction est censée être l'équivalent de 3 autres termes qui sont cités côte à côte comme s'ils étaient des synonymes. Pensée décoloniale, aussi nommée woke ou cancel culture, comme si c'était qu'une question de termes et que le problème de l'articulation entre ces différentes pensées, qui quand même se nomment aussi différemment, c'est comme si ce problème pouvait être complètement éludé. Alors, là aussi, il faut considérer les faits. Il faut considérer de quoi on parle. Alors, pensée décoloniale. Il lui reprochait dans cette argumentation en fait, à toutes ses pensées. Il lui reprochait d'être obsédé par l'oppression, la domination, etc., etc. Mais évidemment, dès qu'on parle de colonisation, ça c'est sûr qu'on est un petit peu obligé d'en parler en termes d'oppression et de domination. Et donc, qu'est-ce que la pensée décoloniale? Elle vise à dire que c'est pas parce que, d'un point de vue institutionnel, des États se sont émancipés de leurs colonisateurs qu'il n'y a pas des traces de cette colonisation, des traces qui durent, des traces qui font que on ne peut pas simplement revenir à un avant, et ça rime à rien d'essayer de revenir à un avant la colonisation, comme le font certains mouvements traditionnalistes en fait. Il n'y a pas non plus véritablement d'après, parce qu'il y a des traces. Voilà. Et tant qu'il y aura des traces, et en quelque sorte des traces, il y en aura toujours. Alors, ces traces, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une certaine culture, la culture occidentale, a été imposée d'une manière violente à d'autres cultures et du coup est devenue aussi d'une manière inévitable un constituant de ces autres cultures. Un constituant inévitable dont il faut faire quelque chose et faire quelque chose de positif. La colonisation en tant que telle n'a rien de positif. Mais en revanche, ces traces de la colonisation, il y a peut-être une possibilité d'en faire quelque chose de positif. Une nouvelle pensée qui ne soit pas d'avant la colonisation ou de pendant, et qui ne soit pas non plus simplement d'après, comme si elle n'avait jamais existé. Voilà, c'est ça la pensée décoloniale. Et elle vaut pour tous. Elle vaut pour tous, c'est que colonisés ou colonisateurs, nous ne le sommes plus. Donc, ceux qui sont plutôt du côté de pays qui étaient colonisés, ou plutôt du côté de pays qui étaient colonisateurs, autrement dit l'Occident, ont tendance à converger, puisqu'il n'y a plus de colonisation. Et ce dont on se rend compte dans cette convergence, c'est qu'on a tous aussi à participer de ce mouvement de décolonisation. Parce que des traces de la colonisation, il y en a aussi dans les pays colonisateurs. Les esprits eux-mêmes ont été orientés pendant une très longue période sur le fait de cette colonisation. Y compris dans les pays colonisateurs, il fallait bien que les gens la soutiennent. Qu'est-ce qui reste dans notre politique, dans notre compréhension du pouvoir, de ce moment où l'État est entièrement tendu vers la gestion dominatrice et la domination gestionnaire d'autres pays? C'est un premier point, et c'est cela le fait même de la pensée décoloniale, donc difficile de l'accuser de parler de domination, mais dans un but d'émancipation, dans un but d'élaboration d'une nouvelle pensée, dans un but de liberté et de justice.
Parlons woke maintenant. Qu'est-ce que c'est? C'est lié, évidemment, mais ça ne s'identifie pas non plus à cette pensée décoloniale. Dans le terme de pensée woke, qu'est-ce que ça veut dire en anglais? Éveillé, être éveillé, l'éveil. Bon, finalement, c'était une expression des années 70 utilisée par les mouvements d'émancipation des Noirs américains qui ont lutté contre ce qu'il restait dans la loi d'oppression esclavagiste aux États-Unis, donc ce qui restait dans la loi de discrimination raciale. Tout le monde reconnaît la valeur de cette lutte. Est-ce que M. Blanquer a quelque chose à dire contre Martin Luther King? Pourquoi il ne le dit pas dans ce cas-là? Parce que ça vient de là, l'éveil, la pensée woke. Et pourquoi ce terme d'éveil? En fait, on peut difficilement le dégager d'un fond de sagesse et de religion, en fait. D'un côté, la sagesse bouddhiste, l'éveil, c'est un terme, s'il est bien au centre d'une pensée, c'est de la sagesse bouddhiste. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une immense influence des mouvements d'émancipation de l'Inde, et une immense influence de Gandhi. Et puis aussi, ce terme a été christianisé, parce qu'il ne faut pas oublier que ce mouvement noir américain, il était très chrétien, très attaché aux valeurs chrétiennes. Et donc, cet éveil des consciences, au nom de la liberté et de la justice, parce que la justice, ça existe dans le bouddhisme et le christianisme. L'exigence de justice, ça existe. Et bien en fait, cet éveil de conscience a joué un rôle fondamental dans le mouvement d'émancipation des Noirs américains dans les années 70. Et c'est pour ça qu'il est encore porteur de valeur aujourd'hui et qu'on peut le retrouver dans d'autres mouvements comme Black Lives Matter. Si on a quelque chose à dire contre cet éveil des consciences, qu'est-ce qu'on veut finalement? L'assoupissement, l'endormissement, l'éveil c'est le moment où on ouvre les yeux, où on s'ouvre à la lumière. Qu'est-ce qu'on veut finalement? Si on lutte contre cette pensée, on veut fermer les yeux, on veut être dans l'obscurité totale. J'avais presque oublié cette dernière expression qui est censée être l'équivalente des autres, de pensée décoloniale, woke et déconstruction, qui est celle de cancel culture. En fait, la mettre au même niveau que les autres, c'est d'une mauvaise foi incroyable, parce que les trois autres sont des pensées, tandis que cancel culture, c'est ni plus ni moins que déjà une manière de condamner une pratique, de condamner ce qui serait une culture de l'annulation. Alors c'est quoi cette culture de l'annulation? C'est le fait que certains mouvements, sous la forme à la fois d'interventions de textes ou de paroles, mais aussi quelquefois de manifestations, demandent que certaines pratiques ou certains termes même n'aient plus lieu. Alors la première pratique qui ne doit pas avoir lieu, c'est celle du blackface, qui consiste pour un blanc à grimer sa peau en noir, ce qui était une tradition raciste dans la partie esclavagiste des États-Unis, dans des scènes en fait des blancs voulaient tourner les noirs en dérision au point de justifier leur propre racisme, évidemment. Pratique aussi qui permettait au cinéma ou au théâtre de ne pas avoir d'acteurs noirs et de faire jouer les rôles de noirs par des blancs ainsi maquillés. Et c'est vrai qu'une telle pratique n'a plus rien à faire dans un état de droit. Elle ramène trop de violence du passé. Et en elle-même, elle est violente. Et c'est quoi le problème de cette culture de l'aliénation? Je crois que pour bien la comprendre, il faut partir de ce qu'est une censure d'État. La censure, c'est pas du tout quelque chose de condamnable. En soi, tous les États démocratiques ont des comités de censure. Ils en ont en particulier dans le domaine du théâtre, du cinéma, pour savoir si tel contenu peut légitimement être diffusé à un public, et pour savoir aussi un public de quel âge.
tous les films passent devant un comité de censure. Après, est-ce que, quand on estime que l'État ne censure pas ce qu'il devrait censurer, est-ce qu'on doit s'en charger soi-même? Est-ce qu'on doit tout faire pour s'en charger soi-même? Ce qu'on peut faire, c'est le demander. Voilà, mais simplement, on ne peut pas non plus l'imposer, on ne peut pas non plus se faire justice soi-même dans un État démocratique. Et en même temps, que faire quand justement l'État, de ce point de vue-là, comporte certaines lacunes dans la défense de ses propres, dans la défense des droits et dans la défense des citoyens? C'est une véritable question, mais qui en fait n'est pas au centre ni de la déconstruction, ni de la pensée décoloniale, ni de la pensée woke. L'assimilation de ces trois pensées à la cancel culture est d'une mauvaise foi incroyable. C'est la même mauvaise foi qui permet en fait dans cet argument du colloque de s'affirmer que la déconstruction, la pensée décoloniale, la pensée woke chercheraient toutes à, je cite, faire table rase du passé, de l'histoire, de l'art, de la littérature et de l'ensemble de l'héritage civilisationnel occidental désormais voué au pilori. Alors, laissons de côté qu'il y a deux métaphores qui n'ont rien à voir. D'un côté, faire table rase, de l'autre côté, voué au pilori. Bon, on sent qu'il y a une telle sorte d'affect, de ressentiment dans cet argument qu'il n'est même pas rédigé correctement. Mais quand même, ces pensées voudraient faire table rase du passé, de l'histoire, de l'art, de la littérature, de l'ensemble de l'héritage civilisationnel occidental, tout détruire, tout annihiler. Évidemment, c'est complètement contraire aux faits, à tous les faits. J'ai présenté finalement assez brièvement la déconstruction, la pensée décoloniale et la pensée woke, mais elle se situe entièrement dans une temporalité historique. Il n'est question que d'histoire dans ces pensées. Histoire des textes, et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'avant et d'après dans la déconstruction, c'est qu'il y a toujours, dans toute l'histoire, des textes qui se déconstruisent. Histoire de la colonisation, qu'il s'agit de considérer comme un fait, tout simplement, comme une trace historique, et qu'il ne s'agit absolument pas d'essayer de nier et de contourner par une sorte de retour à une histoire mythique, celle des mouvements fondamentalistes. Histoire de la pensée woke qui a toute l'épaisseur temporelle du bouddhisme et du christianisme avant de devenir mouvement d'émancipation dans les années 70. Donc, toute l'histoire est entraînée par ces différentes pensées, et avec elles, et évidemment, l'art, la littérature, il est question que de ça. Et puisque dans le titre, il est question de déconstruction, Derrida a beaucoup écrit, peut-être trop écrit, mais justement, il a écrit sur l'art, il a écrit sur la littérature, et sa démarche est tout l'inverse d'une table rase. Il y a une dernière chose, et quelque chose qui est essentiel en fait à ce colloque, qui est énoncé dans cet argument, c'est que ces pensées en fait détruisent les repères fondamentaux de l'éducation. C'est un colloque qui est très axé sur la relation entre l'université et l'éducation, sur la nécessité de défendre l'école et de rétablir, de reconstruire des repères fondamentaux qui seraient détruits par ces différentes pensées déconstructionnistes, etc. Donc, je consacrerai à ça une autre vidéo.